Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Bien éduquer nos enfants, ça, nous le souhaitons tous, oui, mais la question est comment? Alors justement, deux courants s'opposent, l'éducation positive d'un côté et l'éducation traditionnelle de l'autre. Faut-il choisir? Quelle pédagogie adopter? L'éducation positive peut-elle être nocive pour nos enfants? C'est la question du jour avec nos invités dans quelques instants. Se découvrir, grandir, s'épanouir, c'est la promesse d'en devenir une méthode mise au point par Céline Taveriti. Elle propose aux parents un accompagnement sur mesure pour créer un climat propice au bon développement des enfants. On en parle en deuxième partie de l'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique Vue à l'étranger. Cette semaine, il nous emmène en Chine où les écoliers ont enfin retrouvé les bancs de l'école depuis une semaine. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On débute ce tour d'horizon de l'actualité du jour avec des enseignants de Seine-Saint-Denis qui accusent le rectorat de violence en marge d'une manifestation la semaine dernière. Oui, les faits remontent au lundi 13 février dernier au lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois. Les enseignants avaient décidé d'organiser une journée de mobilisation face à la fermeture annoncée de classes de première et de terminale, deux classes qui vont fermer à la rentrée, entraînant une augmentation du nombre d'élèves par classe. On va passer jusqu'à 35 élèves. Le problème, c'est que l'établissement, il n'a pas de classes qui sont adaptées à 35 élèves, donc ça va poser des difficultés logistiques. Depuis plusieurs semaines, les enseignants, ils demandent à être reçus au sein du rectorat. C'est une demande qui n'est jamais actée pour l'instant. Ils avaient donc décidé de faire une journée de manifestation devant le lycée. Pour y faire face, le rectorat avait déployé sur place des équipes de sécurité mobile privées, donc payées par le rectorat, mais des équipes privées qui devaient faire du maintien de l'ordre, un peu comme le font les policiers. Eh bien, ils ont réservé un drôle d'accueil lundi dernier aux enseignants qui étaient présents dès 7h. T'es enceinte? Ben justement, je te conseille pas de rester là. Toi me parle pas avec moi, parle pas, je t'ai dit. Toi, je te parle pas gamine, ou encore des propos qui assimilaient les professeurs à des chialeuses et des guignols. Voilà comment les agents de sécurité ont accueilli les professeurs, le tout ponctué par de violents accrochages, des coups qui ont été donnés, notamment, on le disait, à une femme enceinte. C'est le choc du côté de l'équipe enseignante qui a publié un communiqué où ils expliquent: nous sommes donc scandalisés par le choix du rectorat qui a préféré envoyer une délégation violente et irresponsable plutôt que nous accorder une audience. C'est un communiqué de presse qui a été fait. Le rectorat de Créteil a répondu, par voie de communiqué aussi, jeudi dernier. Il regrette le ton inapproprié et les familiarités adoptées tant par les agents de sécurité que par les professeurs, puisque le rectorat accuse les enseignants d'avoir eux aussi été violents verbalement. Et du côté des agents de sécurité, un rappel à l'ordre ferme a été effectué. À noter que sur le fond de l'affaire, une audience devrait avoir lieu après les vacances pour recevoir les enseignants et leurs revendications. On continue à parler des enseignants, mais côté recrutement cette fois, la Cour des comptes préconise d'élargir les voies de recrutement au concours d'enseignants. Oui, c'est un rapport qui a été publié en début de mois et qui vient d'être passé au crible par nos confrères du CIDJ dans leur dernier article. C'est un truisme d'en parler, mais la Cour des comptes pointe cette crise de recrutement, cette crise de vocation, et la chiffre, il manque 1100 enseignants chaque année au concours. Trop de places donc, pas assez de candidats. Les raisons, on les égrène ici assez souvent: des conditions de travail difficiles, des salaires qui ne sont pas très valorisants. Et surtout, ce que pointe la Cour des comptes, c'est le passage du concours du Master 1 au Master 2 qui crée un peu d'insécurité et qui oblige les enseignants à cumuler et la préparation du concours et également la rédaction de leur mémoire et leur stage. Bref, pour la Cour des comptes, il ne suffit pas d'augmenter les salaires pour permettre aux jeunes d'avoir envie de devenir enseignants. Il préconise d'autres idées, notamment l'élargissement de la 3e voie de concours pour permettre à des personnes en réorientation professionnelle de venir plus facilement à la profession d'enseignant. Et là aussi, du côté des contractuels, la Cour des comptes veut plus de stabilité. La Cour des comptes explique que les rectorats pourraient recruter sur diplôme via un contrat d'une durée pluriannuelle, 3 à 5 ans, pendant laquelle les candidats s'engageraient à rester en poste. Enfin, la Cour des comptes, et c'est nos collègues du CIDJ qui pointent ça du doigt, veut et préconise la création de filières dédiées dès la licence professionnelle pour la construction donc de véritables licences conduisant à l'enseignement et de façon privilégiée face au master MEF. On poursuit par une tribune pour proposer des solutions contre le harcèlement publiée
donc dans les colonnes de l'Humanité. Oui, on en parlait encore la semaine dernière. Le harcèlement est un véritable fléau et chaque jour de nouveaux cas sortent. L'association Marion la main tendue, du nom d'une jeune fille qui avait mis fin à ses jours en 2013 face à des faits de harcèlement, vient de publier dans les colonnes de l'Humanité une tribune pour proposer des solutions concrètes au harcèlement. Cette tribune, elle commence avec un chiffre. 1 million d'enfants scolarisés chaque année sont victimes de harcèlement. Et l'association et ses signataires d'expliquer, pour 1 million d'enfants scolarisés chaque année en France, cette enfance rime avec violence, souffrance personnelle, et ce, dès le plus jeune âge. Alors, l'objectif de l'association, c'est de faire en sorte que le harcèlement ne soit plus seulement vu comme un phénomène de cours d'école, mais comme un phénomène global qui soit pris en compte par les autorités avec des mesures pour lutter contre ce fléau. Et l'association dégrainait un certain nombre de propositions autour de 3 axes: la prévention, la gestion des risques et l'accompagnement. Elle plaide notamment pour la mise en place d'une délégation interministérielle pour lutter contre le harcèlement. On termine avec la réouverture partielle des écoles en Turquie, alors que des nouvelles secousses ont été ressenties hier. Oui, les cours ont repris hier également pour la plupart des enfants turcs. Une réouverture qui était attendue depuis le séisme du début de mois qui avait causé des dizaines de milliers de morts, plus de 40 000 morts en Turquie et en Syrie. L'obligation de reprendre les cours, elle n'est en vigueur que dans les zones qui ont été le moins touchées par ces séismes. La raison, elle est très simple. Il y a près d'une centaine d'écoles qui ont été totalement détruites par le séisme. 34 000 enfants de ces zones détruites ont d'ores et déjà été rescolarisés dans d'autres écoles, mais pour certaines familles qui n'ont pas les moyens de quitter les hébergements d'urgence qui ont été mis en place, la scolarisation va rester très compliqué. À noter, vous le disiez à l'instant, Virginie, que l'agence turque de secours l'AFAD a signalé que dans la province du Sud, un nouveau séisme a eu lieu hier, dans la soirée de lundi à mardi, avec une magnitude de 6,4 et 5,8. D'ores et déjà, 6 personnes sont décédées, 300 autres sont hospitalisés, dont 18 dans un état critique. Et évidemment, on souhaite beaucoup de courage aux populations turques et syriennes. Vous nous parlerez tout à l'heure, Guillaume, aussi des réouvertures des écoles, justement, mais dans un autre pays, en Chine, et dans un autre contexte également. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous le disais en début d'émission, nous allons parler de l'éducation de manière générale, éducation positive versus éducation traditionnelle. Alors, que en retenir? Comment, quelle pédagogie adopter pour nos enfants? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir 2 femmes. Marion Klerk, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'éducation en Suède et également de la défense des droits de l'enfant. Vous venez de sortir ce livre, Une enfance en or, pour une éducation sans violence et à hauteur d'enfant, chez Marabout. On va en parler évidemment. Et face à vous, je suis ravie d'accueillir Valérie Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Alors j'aimerais avant tout qu'on se mette d'accord, toutes les trois, en tout cas que vous m'expliquiez vos positions, parce qu'on parle d'éducation positive versus éducation traditionnelle, ou en tout cas d'éducation de manière générale. On va réaffirmer en préambule que la violence, c'est évidemment révoltant et qu'on est contre, vous êtes contre l'une et l'autre, Valérie Lévy? Bien sûr. Évidemment. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai regardé, quand on tape éducation positive, éducation bienveillante, etc. sur Internet, tout sort. Comme si tout d'un coup, lorsqu'on était contre cette éducation bienveillante et positive, tout d'un coup, on était pour la violence. Ce qui n'est évidemment pas le cas. C'est bête de le rappeler, mais quand même, en préambule, ça vaut quand même le coup. Alors que la Suède a entamé sa révolution éducative en 1979, en abolissant les punitions corporelles et les humiliations, eh bien la France, elle, n'a interdit les violences éducatives ordinaires qu'en 2019. Alors, on pourrait se poser la question de pourquoi la France a attendu autant de temps avant de réagir. Est-ce que vous pensez que c'est culturel, Valérie Lévy ? Oui, c'est peut-être culturel et peut-être que ça n'avait pas la même connotation, même si effectivement on ne peut pas avoir usage de la violence. Effectivement, il y avait peut-être une petite fessée ou une légère fessée qui n'était pas prise comme peut-être elle aurait dû l'être, comme une violence faite à un enfant, et donc peut-être que la réaction a été plus tardive. Malheureusement, je pense que le fait d'interdire ça a fait dire que pas de fessée, pas de punition, pas de violence, c'est-à-dire si on ne peut plus donner de fessée, comment punit-on un enfant, comme si la seule alternative aurait été de donner une fessée à un enfant. Une violence physique. Votre position, Marion Klerk? Moi, je trouve ça très intéressant parce que ce qu'on me pose souvent comme question, c'est mais alors, ok, ils les tapent pas, mais comment ils les punissent? Mais en fait, en Suède, ça n'a pas modifié la vision de la punition, ça a modifié la vision de l'enfant. Donc, c'est pas une histoire de punir l'enfant. On ne punit plus l'enfant. C'est-à-dire qu'ils ne les tapent pas,
mais on ne met pas un enfant dans sa chambre en Suède, ça ne se fait pas. On ne l'humilie pas. C'est une posture à l'enfant qui a profondément changé. En fait, c'est la posture plus ou moins des parents, en fait, vis-à-vis des enfants. Tout à fait. Ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est un mot suédois que j'ai traduit, qu'on appelle la hauteur d'enfant. Alors justement, parlons-en de cette hauteur d'enfant, parce que vous en parlez dans votre livre, hein, je le rappelle, Une enfance en or sortie chez Marabout. C'est justement se mettre à la hauteur d'enfant, selon vous. Ça veut dire quoi, hauteur d'enfant, clairement ? Oui, alors c'est pas, encore une fois, c'est pas selon moi, c'est un terme suédois que j'ai traduit. En fait, la hauteur d'enfant, c'est quand nous, adultes, nous allons faire tout notre possible pour nous mettre dans les baskets des enfants, pour les comprendre selon leurs propres conditions, depuis notre position d'adulte. Donc ça restera une position d'adulte. Mais c'est une posture altruiste, pleine de confiance envers l'enfant. Mais alors, quand vous dites ça, pardon, hein, mais moi-même étant parent, j'ai l'impression que moi-même j'ai cette démarche-là et pour autant, je n'ai pas les codes et l'enseignement que vous avez à ce sujet-là. Se mettre à hauteur d'enfant, c'est parce que vous faites vous en tant que maman aussi et en tant aussi que psychologue, clinicienne Valérie Lévy ? C'est-à-dire que je ne l'ai pas forcément envisagé comme ça, d'être bienveillant, d'être à l'écoute de l'enfant, bien entendu. Quand vous parlez de posture et qu'il s'agissait tout à l'heure de ne plus punir, déjà là, on a peut-être un petit désaccord, puisque en fait, dans l'éducation positive, on va dire, en fait, on va mettre finalement sur la même ligne, sur tous les extraits que j'ai vus sur l'éducation positive, on va mettre sévices, injures, humiliation, punition sur la même ligne. Une punition, c'est peut-être, il y a quelque chose qui a été fait qui n'aurait pas dû être fait, on va sanctionner un enfant. Alors qu'un sévice, évidemment, c'est impossible de l'imaginer. Bien sûr, c'est impossible de l'imaginer. Donc entre une fessée, une violence physique et une punition qui peut être juste de signifier à l'enfant que ça n'est pas possible, ce n'est pas du même registre. Et c'est écrit sur la même ligne, en fait. On va peut-être revenir en arrière, excusez-moi, et après on y reviendra précisément sur cette posture des parents vis-à-vis de leurs enfants. Mais alors, parler d'éducation positive ou bienveillante, puisque ce sont deux mots, c'est la même chose ou pas déjà ? Moi, je ne parle ni d'éducation positive ou bienveillante. On pourra en reparler, mais je n'utilise pas ces termes. D'accord. Ces termes sont pour moi très français. Très français, d'accord. Oui. En tout cas, c'est ce dont on parle effectivement aujourd'hui quand on parle de cette éducation-là. Oui. Ça revient beaucoup dans le langage actuel depuis quelques années maintenant. Pourquoi est-ce apparu ? C'est-à-dire que, comme si nos parents français, alors je parle des Français en l'occurrence, on ne parle pas que des Suédois, mais on parle des deux, et puis peut-être des autres pays aussi, d'autres cultures aussi, mais comme si nos parents français ne voulaient pas le meilleur pour nos enfants. Alors à part certains qui sont déviants, parce qu'il y en a malheureusement, et c'est une réalité, mais enfin, la plupart des parents, a priori, veulent quand même le meilleur pour nos enfants. Donc on veut éduquer nos enfants, on veut bien les élever. Pourquoi on aurait besoin de se dire tout d'un coup, on est dans une espèce d'éducation positive, on était dans une éducation négative avant, on prendrait en fait l'enfant comme s'il était quelqu'un d'intrusif, quelqu'un qui nous gênait finalement dans notre quotidien ? Déjà, moi, dans la 4e de couverture, la première phrase, c'est « Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants ». Moi, si les parents français et les parents en règle générale ne voulaient pas le meilleur pour leurs enfants, je ne ferais pas ce que je ferais. Ouais. Je serais restée en Suède. Je sais très bien qu'on veut le meilleur pour nos enfants. C'est pour ça que je crois qu'on peut réellement changer les choses, parce qu'on veut le bonheur des enfants, tout un chacun. Après, bien sûr qu'il y a des gens déviants, mais pour moi, en fait, il y a un problème, c'est qu'on oppose les parents donc violents, qui ne sont pas nous, c'est les autres qui sont violents, et puis nous qui sommes pleins de bienveillance, pleins de bonnes intentions. Mais la dichotomie, en fait, elle ne va pas, puisque la culture de la punition, comme je l'appelle, c'est la suite, enfin c'est le terreau de la maltraitance. C'est-à-dire qu'en Suède, la maltraitance des enfants, elle a fondu. Il faut quand même le savoir. Vous voulez dire qu'en fait c'est ça, c'est que la maltraitance vient déjà des punitions qui sont données aux enfants lorsqu'ils font quelque chose de mal à la maison. C'est une posture de l'adulte, nous qui avons plein de pouvoir, parce qu'on est plein de pouvoir les adultes dans la société, les enfants n'ont pas de pouvoir. Si nous regardons les enfants avec un regard de méfiance, en se disant « il me défie », c'est à moi de commander, je vais le punir, je vais le soumettre, je vais le faire plier, comme on entend de plus en plus dans les médias en ce moment, on se met forcément en tant qu'adulte qui a le pouvoir dans une position où on va écraser l'enfant potentiellement. Mais est-ce que c'est pas l'adulte d'aller voir un psychologue dans ces cas-là ? Mais c'est parce que ce que vous me dites, en fait, c'est à l'adulte de se changer lui-même. Mais c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que si vous punissez un enfant et qu'il ne veut pas se laisser punir, qu'est-ce que vous allez faire ? Si on vous dit que c'est votre rôle de punir l'enfant, vous allez utiliser votre force d'adulte, puisque vous êtes un adulte et de toute façon, vous avez le pouvoir. Donc on glisse dans quelque chose d'extrêmement dangereux, où l'enfant, qui est un être porteur de droit, n'existe plus comme porteur de droit. C'est-à-dire qu'il devient juste l'objet de l'éducation de ses parents. Or, ce qui s'est passé en Suède, et c'est vraiment pour moi, on a changé la définition de l'enfant, c'est-à-dire que d'un enfant qui appartenait à ses parents, qui était bien libre d'en faire un peu ce qu'il voulait, dans les années 70 et avant, on a dit non, l'enfant, c'est un porteur de droit. Donc on ne le tape pas,
mais on ne l'humilie pas. Et puis quand vous dites les punitions, tout ça, enfin, vous parliez d'isoler, de punir, voilà. Vous mettez donc pas ça sur le même... voilà. Mais si vous regardez la Convention des enfants, c'est interdit d'isoler un enfant. C'est interdit de le menacer. C'est interdit de le repousser. Tous ces mots-là, ils existent dans la Convention des enfants. Une réaction, Valérie Lévy? Oui, une réaction, parce que ce qui me gêne profondément, c'est que c'est comme si punir un enfant, c'était le maltraiter, c'était le soumettre, c'était l'injurier. J'ai envie de dire qu'un enfant, effectivement, il a beaucoup d'envie. Un enfant, il est plein de pulsionalité, il a beaucoup d'envie, et que la sécurité qu'on va lui donner, c'est de le cadrer. Moi, ce que je vois arriver, c'est des parents, mais désemparés, qui ne savent plus comment faire. J'en vois de plus en plus arriver qui voudraient avoir un mode d'emploi, qui voudraient avoir une clé pour résoudre ça. Et quand on dit d'isoler dans la chambre, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut juste dire, on fait redescendre la pression, justement pour ne pas crier, pour essayer d'expliquer à l'enfant, ou en tous les cas de lui intimer ce qu'il a à faire ou pas à faire. Est-ce que c'est violent de lui dire simplement ce qu'il a à faire ou pas à faire dans une posture telle que il doit comprendre et il doit faire confiance à ses parents, parce que ses parents sont là pour l'éduquer, sont là pour le protéger. Bien sûr que l'enfant a des droits, mais l'enfant reste un enfant. L'enfant n'est pas un adulte. Et de lui donner un pouvoir, ou un pouvoir qu'il pourra avoir sur les parents avec des droits dont il n'est pas encore à la hauteur, parce qu'il n'a pas la même maturité psychique, c'est complètement l'insécuriser. Et effectivement, c'est la place d'adulte et de la place d'enfant qui se joue à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est lui donner une place. Mais c'est vrai, c'est une vraie question aussi que je me suis posée avant même de préparer cette émission, de se dire à un moment, est-ce que donner cette place d'adulte à un enfant est-elle réellement positive, selon vous? C'est pas donner la place d'adulte à un enfant. Non. Nous avons le pouvoir. Et ça, de toute façon, c'est biologiquement... Nous qui, les adultes, c'est biologiquement et structurellement impossible que les enfants... Regardez, on est en train de débattre d'éducation. Ouais. Où sont les enfants sur le plateau? C'est normal qu'ils ne soient pas là. Non, mais c'est-à-dire, nous avons le pouvoir. Ils ne sont pas invités. C'est nous qui faisons la société. Donc... Je peux pas. J'entends, parce que en plus, voilà, je pense que c'est aussi un point de vue psychologique où en France, on voit beaucoup l'enfant. Vous dites comme voilà un être en développement qui n'a pas la maturité, tout ça. Seulement, il y a l'enfant être en développement, mais il y a aussi l'enfant être là tout de suite maintenant, qui a des droits immuables maintenant. Et dans la Convention des enfants, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, il a interdit l'isolement, tous les coups évidemment, bon ça on a l'air d'être d'accord, mais l'isolement, les menaces, tout ça c'est interdit. Alors l'isolement, encore une fois je reviens sur l'isolement. L'isolement c'est enfermé dans sa chambre, ou l'isolement c'est tu vas un petit peu plus loin, tu réfléchis à ce qui s'est passé et tu reviens? Valérie Lévy. Justement, moi je reviens sur cette idée d'isolement, de time-out, et puis effectivement une pétition a été adressée au Conseil quand ils ont réprimé l'isolement. Parce que isoler, c'est pas... moi, je dis toujours aux parents, c'est pas forcément une punition, c'est on va se calmer, on va faire descendre la pression, on sort un petit peu du cadre où tout explose en fait, et le parent va exploser aussi, parce que les parents, ils ont beau vouloir faire du positif, à un moment donné, effectivement, ça bout tellement que ça explose. Donc en fait, on va juste faire en sorte que la pression redescende pour ensuite se parler calmement. Et j'ai envie de dire aussi qu'un enfant, parce que ça reste un enfant, il a des envies, il est plein de bon sens, il a de la raison, mais avant que ça monte à la raison, c'est vraiment ce qui va le motiver, et il ne va pas pouvoir faire face toujours à ses frustrations. Il va devoir apprendre, il va devoir éprouver, et le mettre dans sa chambre, c'est aussi une façon de dire non, ça c'est pas possible, et d'éprouver cette frustration pour que la prochaine fois il y revienne d'une autre façon. Donc en fait, moi ce qui me gêne dans les mots qui sont employés, c'est pouvoir, c'est rapport de force. L'éducation n'est ni du pouvoir ni un rapport de force, c'est juste un parent qui transmet à son enfant des règles, une façon de se comporter en famille, à l'école et en société plus tard comme un adulte. Parce que n'oublions pas l'école. Combien j'ai de professeurs, combien il y a de directeurs qui me disent aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter à l'enfant. Nous, ce qu'on doit apprendre à un enfant, c'est comment faire en sorte d'avoir ces règles de bienséance pour s'adapter à son environnement, déployer son intelligence et ses compétences. Et devenir un véritable citoyen. Une mère, un jour, m'a dit, là, vous allez restreindre, vous allez mettre en capsule toute sa créativité. J'ai dit non, au contraire, parce qu'il aura les bonnes règles, il pourra l'exprimer
exprimer sa créativité, il pourra déployer son intelligence. Parce que c'est à la maison, et ce qu'on fait à la maison est transporté à l'école et sera transporté demain dans notre vie d'adulte en entreprise. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut donner les règles à un enfant pour savoir se comporter avec ses pairs, pour ensuite se comporter en société et exprimer ses paroles de la meilleure façon qui soit. Vous dites qu'il n'y a pas de pouvoir, mais il y a quand même un pouvoir dans ce que vous racontez, enfin dans la manière, dans la relation qui se fait forcément. Il y a un principe vertical qui est d'autorité quand même, non ? Il y a un principe de parent à un enfant. Et l'enfant, parce qu'il aura confiance dans son parent, dans ce qu'il dit, parce qu'il incarne effectivement le fait d'avoir son expérience, il va lui faire confiance. Alors bien entendu, ça suppose, et c'est peut-être ça, effectivement, on revient aux parents, et moi je fais de plus en plus de guidance parentale, que le parent ait ce bon positionnement, qui soit à la fois d'éducation, bien sûr non violente, bien sûr bienveillante, mais qui soit capable de sanctionner quand, en fait, l'enfant outrepasse un petit peu les règles qui lui sont données dans une bonne intelligence et que ça ne soit pas de la soumission et pas un rapport de force au sens d'autorité malveillante, quoi. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas d'accord du tout. Voilà, justement, dites-nous. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, on peut tous être là. Vous pouvez inviter qui vous voulez sur le plateau. Tout le monde va dire que la violence, non. Ça, c'est sûr. En attendant... à part certains déviants, on le rappelle toujours, parce qu'ils disent malheureusement encore beaucoup trop de violence vis-à-vis des enfants. La plupart des gens vont vous dire qu'ils ne veulent pas être violents. Bien sûr. Vous regardez dans la société, les enfants sont les personnes les plus violentées, sont les personnes qui ont le moins de pouvoir sur leur propre vie. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, le parent n'arrive pas à se retenir finalement. Non, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on se dit, il y a nous, les gentils, puis il y a eux, les méchants, et qu'on n'analyse pas nos propres structures et notre propre culture de la punition qui fait naître cette maltraitance, on ne va pas avancer. Évidemment qu'on veut bien faire. Mais comme je le dis dans mon livre, la violence, ce n'est pas les autres. La violence, c'est moi. La violence, c'est vous. C'est toute la structure, en fait, de notre pensée de l'enfance. Vous dites un parent à un enfant, non, ça, je suis désolée, c'est une vision très française. L'isolement dont on parle depuis pas mal maintenant de mois dans les médias non-stop en France, et mon Dieu, que j'ai de la compassion pour les parents, c'est pas possible, c'est une bombe à retardement de lancer quelque chose dans les médias. On a quelqu'un, on a une psy qui nous dit qu'il faut, à partir de 10 mois, 1 an, isoler l'enfant dans sa chambre, fermer la porte, 10 mois, 1 an. Moi, j'appelle ça du dressage. Les droits de l'enfant, là, ils n'existent plus. À partir de 4 ans, il faut le laisser une demi-heure. Si tambourine sur la porte, 20 minutes de plus, on se retrouve avec des enfants enfermés 1 heure dans leur chambre. Et si, dans le livre de cette personne, il est très bien écrit noir sur blanc, faire plier l'enfant... Vous citez Caroline Goldman ? Tout à fait, je cite Caroline Goldman. Donc, c'est vraiment ça, c'est écrit, faire plier l'enfant. C'est écrit, il transgresse, il en paye le prix. Donc, je suis désolée, mais peut-être que c'est pas votre vision, et je l'entends, mais c'est ce qu'on est en train de faire passer. C'est très dangereux. C'est les enfants qui en payeront le prix. Alors, j'allais la citer, puisque je travaille avec elle, effectivement, depuis 5 ans. Formidable. Oui, mais je vais vous dire une chose, c'est que la moitié de mes demandes de consultation aujourd'hui sont des personnes qui ont écouté ou lu Caroline Goldman, et qui, après, ils me disent l'éducation positive, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé ça ne marche. Non, mais après, on va voir comment il adapte ou pas. Mais en tous les cas, il y a un retentissement chez les parents. Pourquoi ? Parce que après toutes ces paroles qui finalement ils se sont rendus compte, mais ça correspond pas, c'est pas pragmatique, c'est pas du bon sens. Parce que là, vous résumez rapidement ce que dit Caroline Goldman. C'est son livre. Je cite son livre. Oui, mais vous citez quelques extraits qui ne sont pas mis en contexte. Alors, quelle est la pensée de Caroline Goldman ? La pensée, c'est quoi ? On considère qu'un enfant, jusqu'à 10 mois, on ne le laisse pas pleurer. 10-12 mois, on ne le laisse pas pleurer. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, jusqu'à 10 mois, il n'a pas la structure psychique qui lui permet... entre guillemets, de vivre seul, de vivre en autonomie. C'est comme si on jetait un bébé dans une piscine et il n'a pas le moyen d'être contenu. Donc on a besoin de le contenir, donc on ne laisse pas, par exemple, un bébé pleurer, comme certains pédiatres auraient pu dire de faire il y a quelque temps. Par contre, à partir de 10 mois, 12 mois, il a cette capacité, cette autonomie pour pouvoir se séparer. Et ce qu'on dit, c'est qu'un bébé, comme un adulte d'ailleurs, on peut expliquer les choses 3 fois, on peut les expliquer 10 fois, parfois ça ne monte pas encore jusqu'à la raison et que l'idée, c'est pas
forcément de comprendre, mais c'est aussi d'éprouver ce que ça veut dire. Je ne dois pas faire, je ne dois pas renverser mon petit pot 10 fois sur ma table parce qu'on peut écouter ses besoins, mais en fait l'idée c'est qu'il doit comprendre que ça ne puisse pas se faire. Et qu'en allant très peu de temps dans sa chambre, il va comprendre ce que ça veut dire éprouver les frustrations. Vous savez, dans les conseils d'éducation positive, j'ai lu donc avant de venir, que si vous avez un enfant qui va peindre sur les murs, vous allez aller le voir en lui disant « Ah, c'est joli ce que tu as fait, tu es vraiment un artiste, mais la prochaine fois, prends une feuille. » Non, mais c'est ce qui est écrit comme exemple qui sont donnés. C'est comme ça qu'on relaie les choses. Non, ce qui est ennuyeux, c'est que les parents sont désemparés aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une grosse différence avec les pays nordiques. Peut-être, alors je ne connais pas bien, mais je pense que dans les pays nordiques, les parents sont plus présents auprès des enfants. Il y a moins de stress au niveau de la vie professionnelle, moins la vie violent sociale. aussi, de manière générale. Non, il y a moins peut-être que le temps de déplacement, vous voyez. Et je pense que cette présence auprès des enfants, qui est vraiment ce qu'on recommande, que les parents soient présents auprès des enfants, qu'ils puissent nourrir affectivement les enfants, qu'ils doivent partager du temps ensemble. Les parents français, peut-être, ils veulent faire au mieux, ils veulent peut-être faire plus, et ils essayent de tout faire en même temps. Le travail, les enfants, et qu'ils sont complètement perdus, ils cherchent une solution miracle. Et cette solution miracle, ils aimeraient la trouver dans les préceptes de l'éducation positive. Mais concrètement, comment vous faites une fois que vous vous dites « je me mets à posture d'enfant ». Un enfant qui ne fait pas ce que vous lui demandez, concrètement, que faites-vous ? Alors, une réaction, parce que je voudrais. Alors, la réaction déjà à ce que vient de dire Valérie Lévy, et aussi à l'exemple cité, le fameux enfant, on a tous, à mon avis, connu, je renverse mon yaourt devant toi, les yeux dans les yeux, je recommence et je le refais, et je recommence et je refais. Oui. Et ça me fait rire de le refaire et je recommence. La première fois, tu ne le fais pas. Deuxième fois, tu m'agaces. Troisième fois, ça suffit maintenant. Quatrième fois, comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, déjà, pour répondre à ce que vous me demandez, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans les pays nordiques qu'il n'y a pas en France, qui fait que, oui, il y a certes une présence à l'enfant, je pense, plus poussée, mais surtout, ce qu'il y a dans les pays nordiques, c'est que vous trouverez nulle part dans les médias des gens qui disent qu'il faut isoler les enfants, qui vont vous dire qu'il y a un consensus international sur le time-out de laisser un enfant une demi-heure dans sa chambre. Il n'existe pas, ce consensus. Ou alors, en absurdie, en affabulonie, je ne sais pas, mais il n'y a pas de consensus international, en fait, là-dessus. C'est un débat français. Il faut quand même le savoir. Qui a été porté jusqu'au Conseil de l'Europe. Hein. C'est très important. Parce donc c'est européen quand même. Ouais. Il y a le time-out et il y a le time-out à la française, quoi. Hein, et c'est pas le même. Hein. Non, mais c'est important de le dire. Chacun ses spécificités. Non, mais je pense surtout que les parents sont paumés. Et mon Dieu, que j'ai encore une fois, je vous le dis, de la compassion pour eux. Parce que dans les médias, c'est tout le temps distiller, tout le temps la culture de la punition. Alors notre émission aujourd'hui, et notre chaîne d'ailleurs de manière générale, est faite pour ça, pour que justement on puisse échanger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position, en tout cas ici, dans le sens où chacun essaie de pouvoir comprendre la situation et de pouvoir apporter des solutions justement à l'éducation. Donc c'est pour ça que... Mais il y a les droits de l'enfant. Non, mais alors ça on l'entend tout à fait, je pense que Valérie Lévy l'entend aussi, et même Caroline Goldman, figurez-vous. Mais au-delà non, puisqu'elle dit de que cela... elle dit que c'est dans l'intérêt supérieur. Mais justement, on parle de la manière d'isoler. Oui, je l'explique, qui est bien cette idée de dire à l'enfant, écoute, voilà, ça, on ne peut pas le faire, donc je vais t'emmener dans ta chambre, et le temps est à apprécier, mais pour que l'enfant éprouve ce que ça veut dire, je ne dois pas faire ça. Quand il va grandir petit à petit, on va essayer de lui expliquer une fois, deux fois, mais lui expliquer plus, c'est permettre aussi à l'enfant de commencer à négocier. Combien il y a d'enfants qui essayent de se mettre à posture, là c'est l'enfant qui se met à posture de parent, qui va commencer à négocier. Je crois qu'on ne rend pas service à son enfant. Mais alors le mettre dans une chambre, Valérie Lévy, ça veut dire quoi? On ferme la porte et on l'enferme comme s'il était en prison? Alors, on n'enferme pas un enfant dans sa chambre où il a à sa disposition son bureau, où il a à disposition ses livres, où il a à disposition ses jouets. C'est pas une mise en danger. Il est dans sa chambre. L'idée, c'est on se calme, on fait redescendre la pression, on réfléchit, on laisse évacuer cette pulsionnalité qui arrive, et on laisse redescendre la pression. Mais vous pensez que ça marche? Parce qu'il y a des enfants qui, au contraire, deviennent complètement fous. Enfin, cassent dans la chambre, jettent les jouets, etc. On recommande aux parents quand même qu'il n'y ait rien de dangereux, bien entendu, qu'il n'y ait pas de mise en danger. Moi, honnêtement, j'ai que des parents aujourd'hui, enfin que des parents, pas tous, mais beaucoup, parce que je ne les sollicite pas pour ça. C'est eux qui viennent me voir. Je demande toujours le motif par qui ils me sont adressés. C'est eux qui me disent, depuis qu'on le met dans sa chambre quand il commence à s'énerver, ça va beaucoup mieux. C'est eux qui me le disent, c'est les parents qui me le disent. Est-ce que ça dépend aussi du message envoyé? C'est-à-dire, est-ce que c'est va dans ta chambre, cours et je ne veux plus jamais te voir? Ou est-ce que c'est, écoute, maintenant on va se calmer, on va poser, parce que les parents ont
peur eux-mêmes de leur propre réaction. Finalement, c'est une manière de se prémunir. C'est totalement différent. Si c'est vraiment, moi là je suis fatiguée, donc on va se poser, c'est pas une punition. Là, ce qu'on a dans les médias, c'est une punition. C'est systématique. Il y a la feuille de route. On parle plus des médias, on parle de nous là. Oui, mais il y a la feuille de route à partir d'1 an sur quelles sont les transgressions à interdire et punir. Je veux dire, l'enfant passe sa vie dans sa chambre jusqu'à 18 ans, quoi. Non, mais je veux dire, c'est grave. Et encore une fois, moi je vous pose la question. Quand je vous dis que le Comité des droits de l'enfant interdit l'isolement, vous me répondez quoi alors? Moi, je vous réponds de l'expérience des parents, de mon expérience de parents aussi, de 3 garçons qui sont aussi âgés, de ce que je vois aussi autour de moi. Et les parents me disent, je le mets dans sa chambre, ça va beaucoup mieux, il y va de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a une cohérence et une permanence, sans crier, mais avec une posture ferme, ça, on ne peut pas le faire. L'enfant, il entend et il comprend et il revient avec d'autres propositions relationnelles, que ça soit avec ses frères et sœurs. Donc c'est pas parce qu'on met une fois, si on le vit comme vous le vivez et comme vous le retranscrivez de manière traumatisante, il sera traumatisé, mais on va juste lui dire ça ne se fait pas, d'une posture quand même suffisamment ferme pour qu'il entende, parce que si quand il sort de la chambre, comment ça va, excuse-moi, ben là l'enfant il ne comprend plus parce que c'est une injonction un petit peu paradoxale. Alors continuons ce débat là. Donc, comment réagir justement face à un enfant qui fait donc un caprice? Comment réagir de manière constructive? Alors déjà, le mot est très important, parce que le mot caprice en suédois n'existe pas. D'accord, mais en français, il existe. Oui, mais c'est encore une fois la structure de la pensée. Ouais. C'est-à-dire, non, mais c'est important de savoir que c'est pas une vérité universelle. C'est ce que je lis sur votre livre. On ne peut pas réagir de manière constructive si on pense que l'enfant fait des caprices, parce qu'on se sent alors délié, défié et manipulé. Et personne ne peut réagir de manière constructive quand on se sent attaqué. Commençons plutôt par changer de filtre. C'est là que ça devient effectivement très intéressant. L'enfant ne fait pas de caprices. Il ne cherche pas à nous rendre la vie difficile pour le plaisir de nous en voir baver. Il est en plein développement et c'est sa vie qui devient difficile quand il ne se sent pas toujours maître du chantier de son petit corps plein d'émotions envahissantes. Effectivement, l'enfant est envahi d'émotions qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, dont il n'a pas du tout les codes, la carte, si vous voulez, la carte SIM pour pouvoir comprendre. Est-ce que, à ce moment-là, comment faut-il réagir? Je vous le disais dans ce fameux exemple de l'enfant qui vous défie du regard et qui jette son petit yaourt. Il y a 2 filtres. C'est ce que je dis dans le livre. Il y a le filtre de la méfiance, où on va se sentir défié, donc on va appeler tout de suite la culture de la punition. L'objectif, c'est l'obéissance. Bien sûr que c'est efficace. Bien sûr que si vous envoyez un enfant dans sa chambre, il va se calmer. Mais c'est l'objectif de l'obéissance. Et il y a le filtre de la confiance, où là, on va amener une culture de la relation. Et l'objectif n'est pas l'obéissance. L'objectif, c'est le lien de confiance à long terme. Et ça n'a rien à voir. C'est pas l'obéissance et la confiance. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. C'est ce que vous dites, coopération versus obéissance. Oui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence nationale de la santé suédoise. Tout à fait, qui dit que la coopération, c'est beaucoup mieux que l'obéissance sur leur site. Donc, encore une fois, c'est ça. C'est qu'en Suède, on accompagne les parents dans toutes les couches de la société vers cette culture de la relation, de sorte que la culture de la relation, elle est devenue la norme, et qu'aujourd'hui, en Suède, il y a 99,9% de parents qui ne tapent plus leurs enfants, alors qu'en France, on a quand même un parent sur 4 qui donne au moins une fessée toutes les semaines. Et en termes d'isolement, il y a à peu près 2% et demi de parents suédois qui l'ont fait plus de 10 fois, alors qu'en France, on a un parent sur 2 qui isole son enfant au moins une fois par semaine. Est-ce qu'on doit dire non à un enfant? Mais bien sûr. Mais on doit dire non à tout un chacun. Il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe vraiment où les gens se disent alors il y a plus de repères, il y a plus de cadre. C'est pas du tout ça. C'est pas qu'il y a plus de cadre. Évidemment, tout un chacun, un être humain, je pense, a besoin de structure. Notre cerveau aime beaucoup la structure. D'ailleurs, vous voyez ces débats là, c'est parce que les gens, on leur dit votre vision de l'enfant, elle n'est pas adaptée à notre monde du 21e siècle, et tout de suite c'est wow, attendez, moi j'ai toujours considéré. Si je peux me permettre, c'est pas exactement ça. Sinon, nous ne serions pas là pour en discuter. On serait prédisposés et préétablis avec ce qu'on a reçu comme finalement enseignement transgénérationnel depuis bien longtemps. Si on en débat justement, c'est parce qu'on s'intéresse justement bien sûr, à d'autres choses. On s'ouvre. Et si on n'en sort pas, c'est parce que ça vient perturber justement la structure de notre pensée, comment elle a été créée. Donc bien sûr que la structure c'est important et un enfant a besoin de structure. Si vous éteignez la lumière dans une pièce noire, qu'est-ce que vous faites en premier? Le premier réflexe de tout un chacun. Vous allez mettre vos mains comme ça pour chercher les murs. Un enfant, il a besoin de structure. Mais la structure, les repères, ça n'est pas la punition.
Est-ce que les enfants rois existent, selon vous, Valérie Lévy? Les enfants rois existent quand ils ont effectivement un pouvoir dont ils ne savent que faire. Et moi, je reviens sur cette idée justement de caprice. Je pense que ce qui est important, et en tant que psychologue, c'est aussi de notre travail, quelles sont les préoccupations d'un enfant quand il manifeste quelque chose qui pourrait ressembler à un caprice. Est-ce que c'est un caprice ou est-ce que ça n'en est pas? Il y a des enfants qui sont en manque de présence de leurs parents, qui sont en manque d'attention, ils n'ont pas intériorisé cette sécurité affective dont ils ont besoin pour grandir. Il est clair que le comportement qu'on va avoir avec eux ne sera pas le même qu'avec celui qui veut juste avoir son plaisir immédiat. Et là, oui, on est parfois dans un caprice. Et que la réponse à donner entre cet enfant qui veut répondre à un plaisir immédiat parce que sa glace, il la veut tout de suite et qu'il va piquer une crise s'il l'a pas, ou qui veut le même jouet avec son frère, n'est pas le même qu'un autre enfant qui réclame la présence de ses parents, d'un enfant pour qui, si une routine est déstabilisée, va se trouver en insécurité. Et donc, il est toujours important aussi d'identifier quels sont les besoins de l'enfant, quelles sont ses préoccupations pour y répondre de manière adaptée. Mais un enfant qui va juste chercher les limites parce qu'il veut satisfaire son besoin immédiat, moi, ce que je ne sais pas, c'est que vous avez parlé beaucoup de droits, mais à aucun moment vous nous avez donné d'exemples concrets. Comment faites-vous avec un enfant qui vous défie, où je lui fais confiance, je l'écoute, mais concrètement, j'entends bien tous ces chiffres. Le fameux pot de yaourt, on fait quoi? Dites-moi, parce qu'il nous reste 2 minutes d'antenne. On fait quoi avec le pot de yaourt? Encore une fois, c'est pas une histoire de... Bien sûr, on fait quoi? Déjà, non, on n'envoie pas dans sa chambre. Il a quel âge, le petit, pour faire ça, déjà? Non, je sais pas, je l'invente. Donc, en admettant qu'il ait 5 ans, d'accord. Il s'appelle Romain, il a 5 ans. Oui, et il vous défie, chère Marion, en disant, maman, tiens, voilà, je renverse mon pot de yaourt. Vous lui dites quoi, Romain? Ça dépend, parce que est-ce que Romain, déjà, il a une bonne relation avec son père, avec sa famille? Enfin, si c'est votre enfant, vous lui dites quoi? Oui, d'accord. Mais le vôtre. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis de pas le faire, bien sûr. Mais il recommence. Oui, mais là, vous rentrez dans quelque chose où... Mais ça vous est arrivé ou pas? C'est la réalité. Non, mais ce que je comprends pas, en fait, c'est l'idée, enfin, je sais pas, j'adorerais que vous voyiez les yeux des Suédois, où pourtant les parents suédois ont des enfants aussi. Mais vous savez, on a aussi en France des enfants merveilleux et qui sont très bien élevés. Mais en fait, il n'y a pas le prisme de « il cherche la punition », il cherche la relation. C'est pas ce que je dis. Il cherche la relation. Je dis juste qu'un enfant, ça peut lui arriver, même en Suède. J'imagine qu'il y a certains petits enfants suédois qui vont chercher, effectivement, ils ne sont pas différents des Français. Voilà, à tester, évidemment, leurs parents. Est-ce qu'il a envie de passer du temps avec le parent? Suffisamment partout pour savoir que c'est partout pareil. Ah, mais c'est partout donc, alors, pareil. justement, ma question, c'est de savoir comment... Est-ce que l'enfant a envie peut-être de jouer? Peut-être qu'il n'a pas passé assez de temps avec moi, donc c'est sa manière de lui dire, de me dire « Eh oh, je suis là, j'existe, lâche ton téléphone », par exemple. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi? Parce que l'idée de l'enfant défie juste pour défier, parce qu'il adore défier l'adulte, on n'est plus à hauteur d'enfant. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il faut toujours chercher quel est le message derrière. En fait, la réaction de l'enfant est souvent un message de lien vis-à-vis des parents. Ils ne sont pas là pour nous pourrir la vie. Enfin, je veux dire, encore une fois, mais c'est terrible d'avoir cette idée-là, alors que nous sommes les détenteurs du pouvoir. Dans ces cas-là, mais vous vous rendez compte du risque qu'on prend social de l'adulte qui va se sentir défié et qui va donc, qu'est-ce qu'il va faire? Va utiliser ce pouvoir pour écraser. Utilisons notre pouvoir pour promouvoir les droits des enfants. On aura une question de perte de contrôle, quoi. L'adulte a peur de perdre le contrôle vis-à-vis de l'enfant. On vous dit partout dans les médias qui cherchent les limites, qu'il a de la pulsionalité, qui vous défie. Mais en tant que parent, il y a de quoi devenir fou, forcément, puisqu'on se dit, voilà, on va se mettre dans un prisme où l'enfant me cherche. Mais c'est très dangereux de faire ça socialement. Un enfant qui cherche les limites, qui est pulsionnel, c'est pas un enfant qui vous défie, parce que là, ce que vous expliquer en vous disant peut-être qu'il cherche l'attention de ses parents, peut-être que le parent est sur son téléphone, mais peut-être que non, peut-être que le parent il a passé beaucoup de temps avec son enfant, peut-être que le parent est allé chercher son enfant à l'école, il a passé du temps avec lui, et malgré tout, parce qu'un enfant il est plein d'envie, il va explorer le monde, c'est son job, en tant que petit enfant, il va aller explorer le monde. Donc à ce moment-là, que fait-on? On peut toujours Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Moi, j'ai eu 3 enfants, bien, oui, mais peut-être qu'il ne s'est rien passé de particulier, parce qu'aller chercher toujours la bonne raison, c'est une façon aussi toujours d'excuser l'enfant et de réprimer ses pulsions. Moi, j'ai eu 3 enfants, bien entendu, je préfère lui donner immédiatement ce qu'il cherche et avoir un grand sourire, mais quand 3 fois, 4 fois, il recommence, au bout d'un moment, on ne peut plus. Donc, bien sûr qu'on a envie que son enfant soit heureux et d'avoir ce sourire, mais parfois, il faut différer ça pour... Mais je ne vous dis pas d'avoir toujours le sourire, je ne vous dis vraiment pas d'avoir toujours le sourire, ça, c'est pas du tout le... On a nos propres émotions d'adultes, mais on n'utilise jamais notre pouvoir
pour écraser l'enfant. Ça, c'est primordial. Personne ne veut écraser un enfant et utiliser. Ce sera le mot de la fin, en tout cas, Marion Cuerck. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Je vous recommande ce livre, Une enfance en or, pour une éducation sans violence et à hauteur d'enfant. J'ai appris beaucoup de choses en le lisant. Édition Marabout. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Et formidable de pouvoir partager justement les différents avis et des cultures différentes. Valérie Lévy, merci également mille fois d'avoir été avec nous, cette psychologue clinicienne à Paris, pour le coup. Vous ne connaissez peut-être pas la Suède, c'est peut-être l'occasion de pouvoir voyager et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, les uns avec les autres. Merci beaucoup d'avoir été là. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Guillaume Ouattara. On est ravis de vous recevoir, Céline Taverietti. Bonjour. Bonjour, merci, ravie d'être ici, moi aussi. Alors, vous êtes experte dans la relation éducateur-enfant. Vous avez créé En Devenir, qui est un accompagnement pour adultes pour aider en fait à mieux comprendre le fonctionnement des enfants. On vient d'avoir un débat justement très intéressant sur l'éducation positive versus les questions traditionnelles. Alors, traditionnelles, enfin, un peu à la française, mais enfin qu'on retrouve quand même dans beaucoup de pays et qui est une éducation basée aussi sur le non, la tradition de la punition, etc. Et donc, voilà, pour les parents que nous sommes ou que nous pourrions être, et pour tous ceux qui regardent l'émission et qui font partie aussi du secteur de l'éducation, et tous ceux qui se posent la question clairement, justement de cet accompagnement, on est toujours un peu perdu entre l'idée de comprendre un enfant, son fonctionnement, et de ce que nous, finalement, dans nos acquis, dans notre culture, si vous voulez, parentale, générationnelle, ce que notre propre éducation, ce qu'on transmet finalement à notre enfant et qu'on inflige quelque part. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant. Concrètement, de quoi s'agit-il en devenir? Alors moi, je me base beaucoup sur les neurosciences pour déjà partir de choses vraiment très concrètes, d'études qui ont été prouvées, pour comprendre, comme vous l'avez dit, le fonctionnement de l'enfant, comment ça se passe au niveau du cerveau, pourquoi il agit de telle manière, pourquoi il réagit de telle manière. Et je pense que déjà comprendre ça, ça permet d'apaiser certaines choses, nous, à l'intérieur de nous, et de ne pas se focaliser sur le comportement, mais d'aller plutôt se focaliser sur qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner, quel est son besoin qui est caché là derrière et comment se focaliser sur autre chose en fait. Ça permet de prendre un petit peu de recul sur la situation et de voir les choses sous un autre angle. Alors comment, justement, vous parlez de neurosciences, comment les neurosciences s'immiscent dans cette compréhension justement? Parce que si on prend l'exemple que j'ai pris pour le débat qui a précédé, un enfant qui vous fixe dans les yeux, qui a 5 ans en l'occurrence, et qui prend un pot de yaourt et qui le renverse une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis il recommence malgré qu'on lui ait dit d'arrêter, que ça ne se faisait pas, qu'il ne fallait pas le faire, que maintenant ça suffisait, etc. etc. Ouais. Comment, tout d'un coup, les neurosciences viennent se greffer là? Qu'est-ce qu'on y comprend, en fait? Qu'est-ce que ça amène? Alors, il peut y avoir plusieurs choses, mais sur ce cas précis, on va pas ça va être le symptôme d'autre chose qui va se passer derrière. Donc, les neurosciences, elles vont juste nous dire que essayer de punir un enfant, parce que c'est ce dont on parlait, essayer de punir un enfant ne va pas l'amener à avoir le bon comportement derrière et qu'on va essayer de prendre une autre voie pour lui faire comprendre ce qui peut lui servir à long terme en fait. Quand on est dans cette méthode d'éducation, on se demande qu'est-ce que l'enfant peut apprendre et qu'est-ce qu'il va retenir de tout ça. Mais la neuroscience n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par une neuroscience pour comprendre ça. Vous me l'avez expliqué là, par exemple, oui. J'ai très bien compris. J'aimerais comprendre, moi, l'incidence des neurosciences dedans. Les neurosciences, elles nous ont mis en lumière que, en fait, dans le cerveau, en discipline positive, on le représente de cette manière-là. Oui. Et sur cette partie-là, c'est le cortex préfrontal. Et on sait en fait aujourd'hui qu'il s'épaissit au fil des années, donc il mature, si on lui donne suffisamment d'empathie et si on accompagne l'enfant avec beaucoup d'amour et d'empathie. Donc les neurosciences nous ont montré la voie sur laquelle on devait aller pour pouvoir faire maturer cette partie-là du cerveau. Et du coup, c'est à nous après de trouver les outils, et on a des outils aujourd'hui, pour pouvoir les accompagner dans ce sens-là. D'accord, Guillaume Ouattara.
J'ai l'impression aussi que dans votre méthode, dans votre formation, vous mettez l'accent sur les accompagnants, les éducateurs, ceux qui sont en contact avec les enfants, parce que ça soit dans l'éducation positive ou dans d'autres méthodes d'accompagnement, il y a ce qui se passe dans la famille, mais finalement, quand le jeune va à l'école, au collège, puis au lycée, ça représente peut-être 20% de son temps, et le reste, c'est ce qui va se passer en cours, en classe, avec les éducateurs. Et là, moi, je repense à des scènes que j'ai vécues quand j'étais enfant. Finalement, mes plus gros traumas, ça vient peut-être pas de la maison, mais ça vient de ce qui se passe ailleurs. Je pense au collège, par exemple, c'est parfois les éducateurs, enfin les surveillants, c'est les étudiants qui ont à peine le BAFA, qui sont pas formés, et ça peut engendrer des choses. Est-ce qu'il faut aussi penser à la formation de ces accompagnants-là ? Pour moi, c'est la base. C'est comme vous le dites, c'est quand même des acteurs qui sont en contact avec nos enfants de manière peut-être plus importante que les parents, et ça devrait faire partie de la formation de base, quand on acquiert le CAP petite enfance, quand on acquiert des diplômes, quand on passe le diplôme de professeur des écoles ou de professeur, etc. Ça doit faire partie de la base de comprendre comment fonctionne l'enfant. Notamment, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'enfants atypiques, de plus en plus de TDAH, de haut potentiel, etc. Et les enseignants ou les surveillants ou les ATSEM, enfin peu importe le niveau scolaire, sont désarmés face à ça parce qu'ils n'ont pas cette formation à la base. Ils ne comprennent pas pourquoi l'enfant réagit de cette manière et ils n'ont pas les outils pour faire face à cette situation-là. Donc oui, ils vont se réfugier dans les méthodes traditionnelles que l'on a reçues, que nos parents ont reçues et qui n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc oui, il y a d'autres manières de faire et former les professionnels est juste, pour moi, impératif. Céline Taveriti, vous organisez donc des ateliers pour mieux comprendre le fonctionnement et développer des compétences psychosociales et relationnelles donc des parents ou des éducateurs vis-à-vis des enfants. Comment se déroulent ces ateliers ? Alors, je fais sous forme de plusieurs formats. Ça peut être des conférences, des ateliers ou des formations sur plusieurs journées. Mais par contre, ça va être toujours de manière expérimentale. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, l'expérimenter soi-même, se mettre soi-même dans les jeux de rôle et soi-même vivre ce que peut vivre l'enfant. Ça permet de partir d'un constat où on a soi-même ressenti en fait dans quelle position était l'enfant. Et puis, dans un deuxième temps, moi, je vais leur proposer des outils, des nouveaux outils dont ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et puis après, on va les mettre en pratique ensemble. Comme ça, on va pouvoir directement voir qu'est-ce que ça donne dans le quotidien. Comment on met un adulte dans une situation d'enfant alors qu'il a lui-même engrangé culture, connaissance, milieu social, environnement et autres, et puis surtout ses émotions. Il les a comprises a priori. Donc comment on fait pour pouvoir revenir à cet état-là ? Je ne suis pas sûre qu'il les ait forcément comprises. Oui, en tout cas, il les a vécues. Le sujet des émotions est un gros sujet et justement, en fait, faire un jeu de rôle va lui permettre d'être connecté à ce qu'il ressent et ce qu'on peut ressentir en tant qu'enfant. La frustration, par exemple, typiquement, voilà, d'un adulte ou d'un enfant, on l'imagine très très bien. Vous pouvez faire revivre cela à un adulte, c'est ça ? Alors, moi, je vais essayer de lui faire revivre ce que le comportement de l'adulte face à la frustration va générer chez l'enfant. La frustration en soi, comme vous dites, tout le monde la ressent, mais la réaction de l'adulte va générer un certain sentiment chez l'enfant et c'est là où on peut agir différemment. Donc moi, je vais faire ressentir ce qui se passe juste après la frustration, en fait. Selon comment on agit envers l'enfant. Si on agit de telle manière, on va ressentir ça. Si on agit de telle manière, on va ressentir autre chose. Je leur propose des nouveaux outils et maintenant je leur dis ok, et maintenant on va le faire de cette manière-là et qu'est-ce que vous ressentez maintenant ? Et du coup là, ils sont connectés à ce qu'ils ressentent vraiment, ceux qui ne sont pas forcément à la base. Parce qu'on agit beaucoup par automatisme mais pas connectés à ses émotions, pas connectés à ce que l'enfant peut vraiment ressentir. Pour moi, la base de tous mes accompagnements, c'est la connexion à ce que l'on ressent et ce que l'enfant peut ressentir. Du moment qu'on est connecté à ce que l'enfant peut ressentir, on va agir différemment, naturellement presque. Alors justement, naturellement, c'est exactement le terme dont j'avais besoin pour pouvoir poser cette question-là, c'est que naturellement, est-ce que vraiment c'est facile d'être connecté, comme vous le dites, à ses émotions ? J'ai bien peur, et je le dis, j'ai bien peur parce que c'est dommage, qu'il soit difficile pour la plupart des gens de pouvoir être connecté à ses propres émotions. On le voit, certains n'arrivent même pas à se gérer eux-mêmes. Alors, justement, quand on est téléporté dans certaines situations, on n'a pas d'autre choix que d'y être confronté. Alors après, le nommer, c'est encore autre chose. Mais j'ai d'autres outils pour les accompagner là-dedans. Comme on accompagne les enfants à apprendre à nommer leurs émotions, à les reconnaître, on fait la même chose avec les adultes, en fait. Et c'est peut-être un petit peu plus long
parce que il y a toute la barrière de l'éducation. Donc ça dépend beaucoup de la manière dont on est éduqué, de la manière dont on a accueilli nos propres émotions dans l'enfance. Et c'est sûr que si, quand on était enfant, on nous disait non, mais c'est bon, arrête de pleurer, ça suffit, ça sert à rien. Ou si on n'a jamais été accueilli dans ses propres émotions, on va avoir beaucoup d'adultes, ce qui se passe dans la génération actuelle, qui ne sont pas connectés à leurs propres émotions. Mais justement, dans les ateliers, moi, je vais un peu plus loin, je creuse avec eux et c'est un petit peu difficile au début, mais j'y vais pour qu'ils soient connectés. Ceux que vous recevez, a priori, sont déjà aptes à pouvoir se laisser aller, justement, à la compréhension de ces émotions, ce qui n'est pas le cas de tous. Alors, bien sûr que moi, je pars du principe qu'on ne peut avancer que si on a décidé de vouloir avancer. Une personne qui est totalement réfractaire à une autre méthode ne pourra pas, pourra suivre, mais ne pourra pas forcément intégrer. Ce qui est dommage parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Exactement. Guillaume Ouattara. Oui. Moi, j'aime beaucoup ces principes. C'est vrai que ça fait rêver, mais je pense au volet éducatif. Et moi, j'ai déjà été en situation plutôt sur des publics de lycéens ou jeunes étudiants. Et on se rend compte qu'on a beau vouloir être bienveillant, on a beau vouloir mettre les formes. Il y a juste des fois où il faut gueuler, où il faut leur dire d'arrêter, où il faut mettre les bases. Il y a quelque chose, on parlait de neurosciences, il y a quelque chose parfois d'animal. C'est-à-dire, dans une salle de cours, par exemple, il y a un dominant et des dominés. Et si le rapport de force, il est déséquilibré, c'est là où ça devient le bordel. On pense à notre présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, que l'on salue, à qui on souhaite courage. Non, mais comment on fait, comment on applique ces méthodes? Moi, je me suis déjà retrouvé débordé. J'aurais bien voulu dire allez tranquillement, mais non, il fallait juste gueuler. Comment on fait? Alors, c'est un équilibre. C'est de la fermeté et de la bienveillance. On peut pas. C'est pas que de la bienveillance sans cadre. Ça ne marche pas. Bien sûr qu'il faut un cadre dans la société. Il y a un cadre dans tout fonctionnement de groupe et même du moment qu'on est deux, et même soi-même avec soi, on a besoin d'un cadre. Donc, bien sûr qu'on a besoin d'un cadre, qu'on a besoin de fermeté. Par contre, on n'est pas forcément obligé de le faire en criant. Oui, on a appris que cette manière-là, donc spontanément, on va dire plutôt, on va le faire de cette manière-là. Mais non, on n'est pas obligé de le faire de cette manière-là. On peut le faire différemment, avec beaucoup de fermeté, et ça a beaucoup plus d'impact, en fait, parce que le message va passer différemment et la réaction en face va être très différente. Le respect que l'on aura en retour sera très différent. Par exemple, là, vous avez votre clinique à faire et c'est maintenant et vous n'avez pas le choix, c'est clair? C'est très clair, Virginie. Voilà. Ça marche ou pas? Sans crier, c'était fait. Alors, sans crier, il peut y avoir quand même beaucoup de... Évidemment, je plaisantais. Merci beaucoup, Céline Taveriti, pour vos lumières, pour être venue sur ce plateau, nous éclairer donc, sur ce que vous faites sur En Devenir, donc l'accompagnement pour adultes, pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement des enfants. Et donc, je le disais, c'était à vous avec le sourire, non, promis, je vous aime. À vous, on va retrouver donc Guillaume pour sa chronique Vue à l'étranger. Alors Guillaume, vous allez nous remettre des mauvais souvenirs en tête puisqu'on va parler évidemment du Covid et donc de réouverture d'école. Ou plutôt de réouverture d'école. Et ça nous fait penser au Covid. Exactement, je risque de réveiller des passions un peu délicates et difficiles. Souvenez-vous, il y a quelques mois, bientôt années, nous étions dans des périodes de confinement, de reconfinement, de réouverture partielle et même totale partielle. J'arrive même plus à le dire tellement le mot me fait mal, partiel puis total. Tout ça nous paraît très loin en France, il faut le dire, puisque ça fait plusieurs mois, plus de 6 mois qu'on n'a plus besoin de porter le masque dans les transports, et ça fait aussi plusieurs mois que les écoles ont totalement rouvert, les facs, le distanciel nous paraît lointain, et puis surtout, ça fait 2-3 semaines qu'il n'y a plus aucune restriction liée au Covid. En clair, si vous avez le Covid, vous pouvez non seulement aller au travail, mais faire la bise à tout le monde, le partager, le propager. La raison, elle est simple, c'est qu'en France, on a une forte couverture vaccinale et puis une couverture, disons, plus naturelle, en tout cas pour les personnes qui ont été infectées. Mais en Chine, et c'est ce dont je vais vous parler, on est très très loin de cette situation. Enfin, quand vous dites en France, on se mesure quand même, hein, on se protège, on a le Covid, on essaie de ne pas le transmettre aux autres quand même, je le dis, parce que bon... Mais effectivement, les gestes barrières, légalement, on n'a plus ce problème-là. Alors donc, avec la politique zéro Covid, il y avait encore des mesures qui étaient drastiques dans le pays, c'est ça? Oui. La Chine, il y a un tableau épidémiologique qui est bien différent de celui de la France. La raison, elle est double. Déjà, il y a plus de monde, donc le virus se propage un petit peu plus. Des normes aussi qui sont parfois différentes, ça c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est aussi l'efficacité des vaccins chinois. Il faut savoir qu'en Chine, on n'a pas autorisé sur le marché nos vaccins à nous, occidentaux, européens, les vaccins ARN messagers. Là-bas, il n'y a pas. On a à la place des vaccins locaux qui
sont beaucoup moins efficaces. C'est les résultats d'une enquête qui le prouvent. Ils sont moins efficaces que les autres vaccins. Conséquence, le pays a dû faire face à 2 solides vagues de Covid. La dernière avait eu lieu en octobre-novembre dernier. Alors, ça commence en octobre, puis ils font des mesures drastiques avec la politique zéro Covid, et puis ils décident d'assouplir un petit peu, revague épidémiologique, et donc un certain nombre de mesures ont été mises en place en Chine en novembre dernier. La fermeture des écoles, la fermeture des restaurants, la fermeture des salles de sport, la fermeture des sites touristiques et la généralisation des tests PCR. Si la population contestait ces mesures, le choix il était compliqué du gouvernement. C'est un expert qui nous explique ça à l'AFP. Il y avait 2 options qui s'offraient au gouvernement chinois. D'un côté, c'était ces mesures zéro Covid qui entraînaient et qui avaient pour risque d'entraîner un dérèglement de l'économie chinoise et qui pourrait faire que les tensions sociales atteignent un point de rupture, ce qui pourrait menacer la stabilité du régime et pourrait même provoquer une crise de légitimité. C'était le premier sentier. Mais de l'autre côté, en enlevant ces mesures zéro Covid en novembre dernier, on prenait le risque d'être confronté à une vague virale accompagnée d'une mortalité massive, ce qui ferait déborder rapidement le système de santé chinois. Ah oui, difficile équation, effectivement, en effet. Donc c'est donc vers la première stratégie que le gouvernement s'est penché. Mais ça y est, depuis le mois de janvier, on est d'accord, les restrictions liées au zéro Covid, je dirais au Covid, mais non, au zéro Covid en Chine, ont pris fin. Oui, beaucoup de contestations du côté de la population qui ne supportait plus ces mesures étouffantes. 3 ans qu'il y avait un enchaînement de mesures, toujours. La conséquence directe, c'est la réouverture des écoles pour quelques 2 millions de Chinois qui avaient dû basculer en distanciel depuis plus de 3 mois. Il faut dire que pour les petits Chinois, c'est compliqué en ce moment, puisque depuis 3 ans, c'est un petit peu des hauts et des bas, avec des rouvertures, des fermetures successives. Il y a une mère de famille qui expliquait sur France Info, une mère de famille chinoise évidemment. Je suis super contente parce que maintenant, ça sera une meilleure ambiance de travail et il pourra aussi bien s'amuser, son enfant avec ses amis. Les cours en ligne tout le temps devant un écran, c'était pas bien pour les yeux. Après les cours, j'étais obligé de lui interdire tous les écrans. Les enfants chinois devront donc retourner sur les bancs de l'école en présentiel, avec une différence avec les enfants français par exemple, c'est celle de devoir continuer à porter des masques. Et alors, est-ce que ça veut dire que le Covid est définitivement derrière nous ? On aimerait se dire que c'est la fin du Covid et c'est le moment où je vais être un petit peu pessimiste. Absolument pas. Absolument pas, puisque ce que les experts, je suis très optimiste. Vous avez l'air content même en disant ça. Non, mais je ne sais pas pourquoi je suis content. Attendez, je vais être plus dramatique. Non, absolument pas. Le Covid, parce que c'est toujours anxiogène et qu'il faut dire les choses avec légèreté tout en étant précis. Cette politique zéro Covid et la fin de cette politique zéro Covid, ça a un peu alarmé la communauté internationale. Je vous disais, la résistance vaccinale, elle est pas du tout opérationnelle en Chine. Ce qui veut dire que depuis le mois de janvier que les mesures ont sauté, on observe un regain de l'épidémie. Et puis il y a aussi un autre point, il y a un gros manque de transparence du côté du gouvernement chinois. On ne sait pas clairement si les chiffres qu'ils nous donnent sont véridiques ou pas sur le nombre de contaminations. Ils sont remontés, mais on n'a pas ces informations-là. Et puis, ça risque de nous impacter, puisque les experts nous disent que même en France, d'ici quelques mois, il pourrait y avoir une apparition de nouveaux variants. Je vous laisse écouter ce que dit l'infectiologue Benjamin Davido au micro d'Europe 1. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de variant sur un moment, un laps de temps précis, qu'il n'y en aura pas par la suite. Il y a un institut très sérieux anglais qui s'appelle l'Institut Air Infinity, et cet institut fait la modélisation avec un risque de rebond du Covid autour du mois de mars en Chine et ou ensuite en Europe. Affaire à suivre donc. Oui, c'est terrifiant. Merci beaucoup, mon cher Guillaume Ouattara. Tout de suite, c'est Souvenirs d'écolier avec Malika Ménard qui reçoit Nicolas Waldorf. Regardez. Si je te demandais un souvenir d'écolier précis. Un souvenir d'écolier précis je dirais le jour où je me suis fait choper par Madame Herman. Ça, c'était... non. Après, tu t'es mis à faire tes devoirs. Après, j'étais obligé. Après, j'étais obligé. Puis en plus, 6e, 5e, 4e, ça commence à être compliqué. Donc, si tu fais pas tes devoirs, ouais. C'est mort. Mais je dirais non, mon meilleur souvenir, c'était Séverine Laurenceau. C'était ma petite amie de la 6e à la 3e. Ah, quand même. Et je crois que j'ai passé de la 6e à la 3e à lui rouler des pelles. Enfin, on faisait que ça, tout le temps. 6e, 3e, on est quand même sur une longue histoire pour ouais. l'âge. Ah ouais, non, j'étais fou amoureux d'elle. Et après, je l'ai quittée pour Carole. Et salut Carole, parce que je sais que Carole, on est restés potes après. On est tous restés en contact après. Mais du coup, mais j'ai regretté après, parce que du coup, j'aimais beaucoup Séverine. Et donc, t'as voulu revenir avec Séverine après? J'ai essayé, mais après, elle est sortie avec un caïd du collège. C'était non, je ne pouvais pas rivaliser. Mais voilà. Est-ce que tu avais un prof préféré?
J'ai eu une prof qui était une prof d'économie quand j'étais en seconde, qui m'a beaucoup soutenue, qui voyait un peu mon mal-être. Je pense que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je commençais à vraiment me poser des questions. Je comprenais pas le sens de tout ce que je faisais, mes études. Je comprenais pas tout. Et elle m'a beaucoup soutenue. Et quand j'ai tout plaqué pour devenir coiffeur, j'étais revenu la voir. T'as quel âge à ce moment-là? C'était 16-17 ans, et j'étais revenu la voir parce que je tenais quand même à lui dire merci. Et ensuite, j'ai eu la prof que j'ai eue en coiffure qui ne me lâchait pas, qui voyait mon talent, mais qui ne me lâchait pas, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui était dans mon école et tout, et qui m'a connu un peu branleur, qui est arrivé là comme ça, et qui a cru en moi, et aujourd'hui, qui parle à ses élèves de moi, et qui dit, vous voyez, Nicolas, nanana, nanana, mais elle me lâchait pas. Tant que je faisais pas bien le brushing, je sortais pas de cours, quoi. C'est toi qui m'as coiffé d'ailleurs. C'est vrai. Bah oui, t'as pas de coiffeur ici, moi je comprends pas. Voilà, moi non plus. Est-ce qu'il y avait une matière qui te faisait faire des cauchemars? L'histoire géo, parce que... Alors j'adorais l'histoire géo. Quand j'avais une histoire, j'adore les histoires, donc l'histoire ça me plaisait. Mais j'avais un prof d'histoire qui m'effrayait parce qu'il voulait qu'on connaisse tout par cœur, qu'on se fasse des fiches, qu'on ait une méthodologie de dingue. Et au bout d'un moment, ça finissait par m'angoisser. Il était trop dur. C'est la pression, quoi. La pression, les interros surprises à tout va. Il était vraiment... T'aimes pas les surprises? J'aime pas les surprises quand c'est des interros, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Nicolas Waldorf. À demain. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je sais que vous êtes nombreux. Merci encore. Toute l'équipe vous remercie. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Au son, c'est Alexis Oustabassidis. Le maquillage, c'est Colline Hamel. Emma Guessel et Agathe Delannoy, évidemment, à la rédaction, que j'embrasse fort, toutes les deux en particulier, parce qu'elles font un travail remarquable chaque jour. Guillaume Ouattara, un gros bisou et un merci aussi. Merci beaucoup. Moi, vous savez quoi, je vais aller mettre un masque. Ça m'a angoissé, là, cette histoire de C'est vrai? Vous allez vivre en Chine ou pas? Pas pour l'instant. Bon, ça va. Je vous garde. Vous restez avec moi. Plaisir. Ah bon, ça va, je suis rassurée. Très belle soirée à tous. Canal 247 sur les Freebox, scootv.com pour revoir les émissions. Ciao.